Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Céline Colette au micro du podcast Tech Invaders. Céline a une immense carrière internationale. Elle a travaillé chez Amazon à Singapour, chez Google à Singapour, New York, Los Angeles. Et puis, elle a décidé de tout plaquer pour vivre de sa passion et lancer sa carrière d'athlète professionnelle internationale en beach volley. Elle va nous raconter tout ça, elle va nous partager ses conseils carrière, son parcours et aussi les choix qu'elle a pu prendre pour mener cette vie. Et donc, voilà, c'est un immense plaisir pour moi de l'accueillir. Salut Céline, bienvenue. Salut, merci beaucoup de me recevoir aussi, c'est trop chouette d'être là. Bah écoute, avec grand plaisir. On est à Paris, là c'est les JO. Exactement. Ça te fait quoi d'être de retour en France sous cette ambiance et cette adrénaline ? Bah ouais, je rentre pas souvent en France et j'adore, enfin je suis vraiment une passionnée des JO. J'étais volontaire en 2012 à Londres, donc ça me rappelle des souvenirs. J'avais pas pu aller à Rio, c'était un peu loin, mais non, trop contente d'être là. Ce matin, je suis allée voir le ping-pong, ce soir, je vais voir le beach volley. J'adore l'esprit olympique, je trouve que c'est plein de petits sports qu'on voit pas souvent, dont le mien, dont on parlera, mais j'adore l'ambiance, je trouve que c'est vraiment chouette. C'est une ambiance incroyable, ça doit te mettre des étoiles dans les yeux de voir Carrément, ces athlètes-là. des papillons dans le vent, des étoiles dans les yeux, il y a tout qui se bouscule un peu dans ma tête. En tout cas, je sais que je suis à la place où je voudrais être, c'est-à-dire vraiment pousser à fond le sport maintenant dans ma vie, parce que c'est un peu maintenant ou jamais. Ouais. Jusqu'où je vais aller, on en parlera des objectifs, etc. Mais jusqu'où je vais aller, j'en sais rien, mais en tout cas, je sais que je suis même déjà fière d'avoir pris la décision, d'avancer, d'être vraiment dans un domaine que j'adore. Donc, et les JO, évidemment, c'est le Graal du sportif. Enfin, c'est vraiment... Et c'est l'inspiration, donc ça me donne... Je ne sais pas du tout jusqu'où j'irai, mais en tout cas, de voir des athlètes qui se dépassent, qui ont passé toute leur vie à faire ça, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est beau, c'est émouvant aussi quand Ouais. on voit les lignes d'arrivée. On peut faire un parallèle aussi avec la carrière. Les carrières dans la tech, c'est Carrément. un marathon, Ça, c'est sûr. autant dans les processus de recrutement que dans la suite. Est-ce que tu peux nous partager du coup ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené à cette carrière internationale dans la tech et après à te lancer comme ça sur le sport ? Ouais, alors, retour en arrière. Donc, moi, je viens de Lille à la base. J'avais fait mes études en France, j'avais fait mes études à Sciences Po. Et ensuite, j'ai fait un master spé à l'ESSEC. Donc, quand même 1 an d'école de commerce à la fin. Spé en quoi ? C'était en commerce international, stratégie, management des affaires internationales. Et c'était à Singapour. C'est ça qui m'a emmenée à Singapour. Okay. J'ai toujours aimé l'international. J'ai d'ailleurs jamais bossé en France. Plus par la chance que j'ai eue de voyager avec mes parents, ma famille, c'était vraiment l'accent. Enfin, mes parents ont toujours poussé. Enfin, c'est là qu'ils voulaient nous emmener en tout cas. Et donc du coup, l'international a toujours été central. Tu verras dans tout ce que je fais. Et pour moi, c'était clair dès le début. En fait, j'ai voulu tout de suite partir. C'était ton objectif du coup. Je veux commencer à l'étranger. Ouais, c'est marrant. Je me souviens plus exactement si c'était mon objectif, mais c'était de sûr. Ouais, je voulais vraiment être à l'international. J'ai toujours aimé la différence et ce que tu apprends aussi d'être entouré de gens différents de toi. Et tout de suite, dans le travail, en fait, c'est quelque chose que j'ai adoré, surtout dans les grosses boîtes dans lesquelles on va parler, mais le fait d'être entouré de gens de cultures différentes. Mais déjà, ouais, si je repars en arrière, moi, personnellement, individuellement, je trouve que c'est super chouette d'apprendre, de s'entourer de gens qui sont tellement différents. Donc, j'avais déjà aimé ça dans le voyage. Et donc, pour moi, c'était un peu évident que je voulais en tout cas essayer de vivre et travailler à l'étranger, qui est complètement différent du voyage, d'ailleurs. On peut adorer le voyage, mais pas forcément aimer y vivre et se confronter à la culture et le quotidien d'un autre pays. Mais moi, j'ai tout de suite aimé. Donc, via mes études, j'étais déjà partie aux États-Unis 1 an. Quand j'étais à Sciences Po, tu as 1 an d'études à l'étranger. Donc, j'étais partie aux États-Unis en Californie pendant 1 an. Et ensuite, quand j'ai fait le choix du master spé, donc j'ai pris un master, je pouvais choisir, mais bon, bref, j'ai pris toute l'année à Singapour pour découvrir l'Asie, voilà, exactement, dès le début. Et j'ai adoré. Et voilà. Et ensuite, après un peu la fin de mes études, j'ai fait un stage. J'en ai fait plein de stages d'ailleurs. Ça, c'est un truc que je trouve
top. On s'en fiche un peu de l'école à laquelle on fait. Je pense que ce qui est le plus important, c'est les stages. Et de temps en temps, ça dépend quelle école. Mais par exemple, je sais qu'à Sciences Po, personnellement, c'est pas quelque chose qu'ils mettent beaucoup en avant. Je pense que dans les écoles de commerce, c'est beaucoup plus normal. Mais moi, je sais que chaque été, j'ai fait des stages de ma première année à ma 5e année, que ce soit non rémunéré, mais juste d'avoir de l'expérience. Et d'ailleurs, ouais, ça, c'est un peu je trouve que c'est un conseil déjà parce que c'est des expériences que tu pourras revendre dans tes entretiens. C'est pas très grave si t'as pas fait 8 mois en fait parce que t'as compris le métier que t'allais peut-être faire et etc. Donc déjà beaucoup de stages pendant la partie études. Tu étais déjà dans un mindset, je me crée mes propres expériences. Ouais, exactement. Pour moi, et tu vois même les écoles. En fait, comme je savais déjà que je voulais bosser à l'international, pour moi le nom de l'école était pas le plus important. Parce que au final, à l'international, personne ne connaît l'école que tu as faite, à moins que tu aies vraiment fait une énorme école américaine. Mais ça va être les expériences et toi, ce que tu dégages. Et tu vois, moi, par exemple, le sport, ça a toujours été quelque chose d'important dans ma vie. Jamais calculé pour faire des entretiens, mais au final, tu te construis plein d'expériences et d'aventures qu'en fait, il va juste falloir bien raconter lors d'un entretien. Et ça te construit même toi-même énormément. Donc tout ce que tu fais en dehors même de tes stages, de ton école en soi, c'est que des choses que tu vas pouvoir, qui t'aident toi à te construire, à savoir ce que tu veux faire, mais aussi dans tes premiers entretiens, parce qu'au début, c'est toujours le plus difficile, c'est d'avoir le premier stage ou le premier boulot. Et au final, d'avoir ces petites expériences et de montrer, tu vois, moi j'avais fait tous mes petits stages, j'étais partie à l'étranger aussi, dans des autres pays. Et voilà, ça me permettait déjà de voir si moi j'aimais ça, mais aussi ça montre lors de l'entretien que t'as envie, quoi. T'as essayé des choses différentes, des choses qui t'ont plu, qui t'ont pas plu, etc. Donc tu faisais déjà du volley en fait depuis quel âge? Ouais, j'ai commencé vers 14 ans, 15 ans. Donc assez tard en fait pour des gens qui en ont fait à haut niveau, mais quand même ça fait une grande partie. Ça fait 20 ans que j'en fais, quoi. Puis quand tu arrives en entretien post-études ou même pendant tes études, si tu as commencé à 13-14 ans, tu as 6, 7, 8 ans déjà d'une activité dans laquelle tu t'es impliqué et qui n'est pas le petit sport que tu fais pendant 6 mois dans un coin, quoi. Exactement. Et je pense que moi, c'est un truc qui m'a toujours aidé aussi à équilibrer, que ce soit, tu vois, dans mes études ou de là où je venais, et d'avoir le sport sur le côté. Mais ça peut très bien être la musique ou n'importe quoi pour quelqu'un d'autre. Mais déjà de me faire connaître d'autres gens. D'ailleurs, j'ai une anecdote très marrante, c'est que mon job chez Amazon, donc mon premier job à Singapour, Amazon venait s'installer à Singapour, ça n'existait pas encore, et c'est une amie du volley avec qui je jouais au volley qui m'a dit: je connais un mec qui vient installer Amazon à Singapour, franchement je te vois trop en sales, tu te bouges, t'essayes toujours, dans ta personnalité je te vois très bien faire ça, il recherche des gens pour ouvrir le bureau, etc. Donc c'est assez drôle parce qu'au final, c'est via le volley en soi pour moi, mais tu vois, une activité qui était extérieure à mes études, mon travail, etc., qui m'a fait avoir... c'est même pas que, tu vois, elle a juste envoyé mon CV. Ensuite, j'ai eu 6 entretiens, je crois. C'est pas le genre de boîte, évidemment, comme tu connais, qui tu peux juste envoyer le CV et ça marche. Évidemment, non. Oui. Mais j'aurais même pas entendu parler que Amazon venait s'installer, qu'ils créent une équipe de sales... En fait, tout ça, et c'était via ça. Et c'est hyper important. Même à Singapour, je donnais des cours à des enfants, des cours juste pour me faire des sous un peu sur le côté. Mais du coup, ça m'a ouvert des familles d'expats qui habitaient là-bas. Le papa qui m'avait aidé à trouver un premier job, qu'au final, j'ai pas fait. Mais voilà, je pense que c'est hyper important de s'ouvrir et faire plein de choses, surtout au tout début, en fait. Parce qu'on en reparlera peut-être, mais le réseau, au final, c'est ce qui t'aide le plus. Et de créer un réseau en dehors même de ton travail et ton école, quelque chose de naturel en fait, et ça t'aide tout au long de ta carrière. C'est hyper inspirant parce qu'on voit que dès tes études, tu avais déjà compris, sans même le savoir, ouais, c'est vraiment sans même le savoir, je pense. De se créer des expériences qui te créent des compétences, ouais. Et également qui t'ouvrent un réseau qui va t'ouvrir les portes de ta carrière plus tard. Ouais. Et je pense que de le diversifier aussi, mais comme je te disais, c'était vraiment... En fait, c'est toujours plus facile, je dis souvent, de regarder en arrière que de regarder, évidemment. Mais oui, c'est de diversifier et aussi de faire des choses qu'on aime, tu vois, parce que se forcer à aller, tu vois, genre, je sais par exemple à Singapour, quand j'habitais là-bas, mais en France, à Paris, je suis sûre que c'est pareil, il y a plein d'événements networking où tu dois aller le soir, après ton boulot, parler à des gens, et des fois, tu n'as même pas envie, mais
fait, si tu le fais dans des cadres hyper naturels, je sais pas, t'adores le tennis, t'adores plein de trucs, et là, tu rencontres des gens, mais en fait, t'es toi-même et t'es dans un milieu où tu t'épanouis. Tu t'en rends pas compte, mais tu crées aussi un réseau différent. Donc, des fois, c'est même pas se forcer à faire. Tu vois, on entend qu'il faut faire du réseau, c'est important, mais surtout au début, je trouve que en fait, ça peut être hyper naturel et juste suivre ce qu'on aime. Et tant qu'on aime et on est passionné, on monte le meilleur de nous-mêmes aussi. Donc, ouais, vraiment, au début, surtout, je trouve que c'est important de suivre ce qu'on aime. Et moi, même mes premiers stages, c'était tout le monde voulait aller dans les cabinets de conseil. Enfin, tu vois, en même temps, j'étais dans une école de commerce après. Donc, c'était très... justement, même, il faut rentrer chez Google. Le rêve était de rentrer chez Google, chez Amazon. Et moi, pas du tout. Je voulais rentrer dans une petite boîte. J'ai toujours voulu être entrepreneur ou faire des trucs pour moi. D'accord. Ce qui est assez drôle avec mon parcours après. Mais je voulais... Ouais, tu vois, mon premier stage, je l'ai fait vraiment dans une toute petite boîte. Oh non, c'était pas une toute petite boîte. C'était des entrepreneurs qui avaient déjà lancé Pixmania avant et qui relançaient une autre entreprise. Donc, je me disais, je vais apprendre vachement d'eux. Mais typiquement, j'étais toute seule à Singapour à ouvrir leur boîte. Donc, ça me faisait pas rêver du tout les grosses boîtes. Et donc, un autre, pas conseil, parce qu'encore une fois, c'est en le voyant après, mais ça m'a vachement aidé de me créer une expérience. J'étais passionnée, j'étais super contente de ce stage, par exemple. Je devais vraiment tout faire moi-même. J'ai dû recruter les équipes, ouvrir les magasins, faire les inventaires la nuit. Enfin, vraiment, tu vois, genre avoir skin in the game. Et au final, quand j'ai fait mes entretiens chez Amazon, tous les autres venaient de chez Microsoft, de chez, tu vois, de grosses boîtes. Et moi, je venais de nulle part. Enfin, personne connaissait le nom de l'entreprise, mais, tu vois, d'avoir passé mes nuits à faire les inventaires, d'avoir compris le retail de l'intérieur, etc., j'ai eu aussi le job. Donc voilà, c'est différent. Et du coup, c'est important de mentionner que, comme tu l'as dit, à la fois le nom des écoles importe peu, et même le nom des entreprises, de tes stages, etc. Exactement. Ce qui va compter, c'est toi, ta personnalité, tes compétences. À l'international, c'est sûr. Je sais pas trop pour la France parce que j'ai jamais bossé en France, et souvent, l'écho que j'ai un peu... Mais je pense que ça change, mais c'est que peut-être en France, c'est un peu plus difficile. On attend le nom de l'école, on attend... Mais si tu veux bosser à l'étranger, personne ne te demandera jamais ton école. C'est vraiment ta personnalité, quoi. C'est toi, ce que tu dégages, c'est tes expériences. Et donc, des fois, je trouve que c'est plus juste, tu vois, entre guillemets, parce que c'est vraiment celui qui s'arrache et qui fait plein de choses et qui arrive à montrer qu'il fait plein de choses, qui peut pas s'en sortir, mais tu vois, qui peut avoir des opportunités. Celui qui s'arrache, tu dis Est-ce que tu peux détailler ce point-là? Est-ce qu'il faut s'arracher pour travailler dans la tech, justement? C'est une bonne question. Je pense qu'ils cherchent, pour moi, des profils assez atypiques. De mon expérience de l'avoir vu de l'intérieur, j'ai l'impression que c'est souvent des gens qui font plein de trucs. On a souvent des profils assez similaires, un peu des performeurs, des gens qui aiment bien faire des nouvelles choses, apprendre, genre l'addiction à apprendre des nouvelles choses. J'ai l'impression que moi, je l'ai complètement, mais quand j'étais dans ces grosses boîtes-là, d'être entourée de gens... J'avais ma manager qui avait été chanteuse professionnelle en Inde. Il y en avait un dans mon équipe qui avait été présentateur télé au Vietnam. J'habitais en Asie. Enfin, tu vois, c'était des profils vraiment... Et d'ailleurs, toi, tu as toujours le syndrome de l'imposteur en disant « Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien de spécial. Qu'est-ce que je fais là ?» etc. Donc ça, on pourra en parler aussi. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est des profils toujours très atypiques. Encore une fois, moi, je parle dans les équipes ventes. J'ai toujours été dans les équipes ventes, etc. Donc, je ne sais pas du tout pour les équipes ingénieurs... Mais pour moi, ils recherchent des profils. En fait, il y a tellement de gens qui se présentent à ces entretiens qu'il faut faire la différence. Pour moi, en tout cas, c'est en ayant un peu un profil atypique. Enfin, j'ai l'impression d'avoir été entourée que de gens brillants, évidemment, mais en fait, ça suffit pas, entre guillemets. Et donc, c'est des gens qui sont brillants dans ce qu'ils font, mais aussi qui sont passionnés et de trucs. Ça peut être vraiment hyper niche, quoi. Qui sortent de leur quotidien et qui font pas que leur job ou pas que leurs études, par exemple. Exactement. Qui ont été voir un peu plus loin, qui ont été... Je sais pas toi si tu avais cette même impression, mais j'avais toujours l'impression que c'était très souvent, quoi. C'est des gens qui font plein de trucs. Clairement, c'est ce que je dis aussi du coup à mes élèves. Forme-toi, va chercher aussi ce qui t'intéresse, ce qui te passionne, développe de l'expérience à côté de ton job sur des palettes de compétences qui seront recherchées dans les entreprises que tu vises. Ouais. Et du coup, donc on va parler de tes métiers. Tu as mentionné le métier de sales. Est-ce que tu peux nous expliquer globalement qu'est-ce que tu faisais chez Amazon? Ouais, alors quand j'ai commencé au tout début, donc on était dans une équipe, ils appelaient ça business development plutôt, parce que vraiment on était...
on devait être une quinzaine pour développer l'Asie du Sud-Est, donc de la Thaïlande à Singapour, l'Indonésie. C'était pas pour lancer Amazon.com, donc pas le Amazon qu'on connaît où on peut commander directement. C'était pour faire du cross-border e-commerce. Donc du coup, c'était pour convaincre des vendeurs. Donc par exemple, moi j'avais la Thaïlande. Donc pour donner un exemple concret, des personnes qui vendent leurs produits en Thaïlande, de leur expliquer et de les convaincre de vendre leurs produits sur la plateforme Amazon, principalement aux États-Unis, vu que c'est là qu'il y avait le plus gros nombre de consommateurs. C'est aussi un peu plus simple pour envoyer les produits, etc. Donc voilà, le but, c'était vraiment d'essayer de trouver un maximum de vendeurs qui pourraient rajouter leur sélection de produits sur le site Amazon.com, donc le site global. Mais tout ça, pour moi, par exemple, c'était en Thaïlande. Donc, j'allais à Chiang Mai ou à Bangkok. J'étais sur mon tuk-tuk, mais vraiment, j'aurais dû prendre des vidéos en passant de quelqu'un qui faisait des elephant pants. Je ne sais même pas si tu es déjà allé en Asie où tu vois les pantalons qu'ils ont tous avec des éléphants, on appelait ça. Mais ensuite, ils avaient plein de designs différents. Donc, tu vois, j'ai des vendeurs et ils cartonnaient sur Amazon parce que ça coûte pas cher du tout. C'est un truc qui a fait une taille. Donc, tu peux facilement le mettre. Enfin, c'est drôle. En fait, développer ça. Donc, toi, ton pitch, c'était de leur apporter des ventes additionnelles. En fait. Voilà, c'était de leur dire, en fait, ton produit, tu pourrais le vendre. On a, je sais plus, on avait 100 millions. Je me trompe peut-être, c'était déjà il y a longtemps. Mais il y avait énormément voilà, on a beaucoup de clients sur la plateforme. Et donc, vends tes produits sur la plateforme. Tu n'as rien à faire parce qu'avec Fulfillment by Amazon, tu peux envoyer tes produits. En gros, ils peuvent envoyer, je sais pas moi, des cartons et des cartons au début. Ils mettent tout dans les fulfillment centers d'Amazon. Donc, eux n'ont rien à faire. Et plus ou moins, ils vendent, évidemment, depuis la Thaïlande, ils vendent leurs produits à des consommateurs aux États-Unis qui utilisent Prime. Donc, en plus, eux, ils voient même pas que ça vient de la Thaïlande parce qu'en fait, c'est déjà dans les entrepôts aux États-Unis. Et donc, du coup, voilà. Mais ce qui était trop drôle, c'est qu'Amazon, en Thaïlande, c'était une chaîne de café. C'était genre Starbucks Café. Donc, je passais mon temps d'abord au téléphone à appeler. Et tout le monde me disait... Enfin, déjà, il fallait qu'on se comprenne parce que moi, j'avais mon accent français, ils avaient leur accent thaïlandais. Enfin, il y avait des scènes qui étaient assez drôles. Et c'était tout au téléphone. Et je leur expliquais... je devais leur expliquer Amazon.com. Je leur disais d'ouvrir leur ordinateur, www.amazon.com. Enfin, drôle, quoi, quand on imagine maintenant... Et si j'avais bossé chez Amazon à Paris ou aux États-Unis, ça aurait été un métier complètement différent. Exactement. Mais là, c'était vraiment d'éduquer... déjà, le e-commerce, c'était pas si développé que ça. Par exemple, en Thaïlande, de vendre tes produits en ligne, etc., c'est déjà quelque chose. Et moi, je leur demandais pas de vendre leurs produits en ligne en Thaïlande, je leur disais de vendre leurs produits en ligne aux États-Unis. Ouais, donc, c'était une super expérience. Pour moi, c'était vraiment je crois que c'était le job que j'ai préféré de tous mes jobs parce que c'était ensuite, donc je faisais au début, c'était beaucoup au téléphone. Donc concrètement, j'ai commencé, je passais 8, 9, 10 heures par jour au téléphone, à décrocher mon téléphone, etc. Et ensuite, en voyant que ça marchait pas forcément au téléphone, que c'était compliqué, j'y suis beaucoup allée, moi, en présentiel. On a essayé de recruter des Thaïs pour m'aider au niveau de la langue. Je parlais pas thaï, mais au final, c'était, nous, de notre côté, très difficile de recruter des Thaïlandais qui passaient tous les entretiens Amazon. Et en même temps, une fois qu'on a enfin réussi à avoir des Thaïlandais pour m'aider avec moi, personne ne pensait que c'était Amazon. Parce que Amazon, pour eux, c'est l'international, c'est pas un Thaïlandais. Enfin, c'était hyper enrichissant au niveau de comprendre. En fait, quand tu vends même une marque aussi grosse qu'Amazon, qui la représente, c'est aussi important. Donc, au final, on faisait tous nos événements ensemble, où moi, je parlais en anglais et eux, ils traduisaient. Alors qu'on aurait pu faire les événements eux-mêmes directement en thaïlandais, mais non, parce que j'ai appris plein de choses. Quand tu me racontes ce métier-là, et je pense que tous ceux qui nous écoutent se disent la même chose, qu'est-ce qui te prépare à un métier comme ça ? Est-ce que quand tu regardes la job desk, tu te dis « je sais tout faire » ? Non, pas du tout. Non, pas du tout, ça c'est sûr. Et je me souviendrai toujours, j'ai emmené une fois mon big boss de chez Amazon. Il est venu en Thaïlande avec moi, mais il s'attendait pas du tout à ça. Je l'ai emmené dans un tuk-tuk, on s'est perdu au fin fond. Je devais aller voir une usine de jeux, je me souviens. J'étais stressée de pas possible parce que notre tuk-tuk s'était perdu. Le mec parlait, il voulait nous laisser au bord de la route et j'étais avec mon directeur de chez Amazon qui était venu pour un... Et on a fait le meeting. Le lendemain, j'avais fait il y a beaucoup de digital nomades, de gens qui vendent en ligne, qui sont basés à Chiang Mai en Thaïlande. Donc j'avais fait un meeting où il y en avait une trentaine pour qu'ils les rencontrent. Enfin vraiment, on fait tout le truc. Mais c'était stressant, bref. Et à la fin, je me souviens qu'il m'avait dit que j'étais street smart. Et en vrai, vraiment de dire, en fait,
c'est la débrouille, quoi. Ouais. Et c'était de me dire, bah, OK, moi, je parle pas thaïlandais, donc comment je vais trouver des vendeurs en Thaïlande? Bah, OK, il y a tous ces étrangers, donc les digital nomades, ceux qui travaillent de leur ordinateur, il y en a beaucoup qui font de l'argent en vendant sur Amazon. Ça, c'est des étrangers, donc ça, je peux communiquer avec eux. Beaucoup sont mariés avec des Thaïlandaises ou des Thaïlandais, ils habitent là-bas. Enfin, c'était tout un truc comme ça. Et je me souviens de ce petit mot qu'il m'a dit. C'était pas le genre à dire des compliments ou des choses comme ça, mais en fait, c'était de me dire, tu vois, j'avais organisé, c'était à l'arrache, mais enfin, c'était de la débrouille. Et du coup, je disais, faut que tu parles à lui parce que lui, il est chef de ce truc-là, il comprend ça. Et au final, ouais, ça, je sais pas si ça s'apprend vraiment ou c'est de la débrouille, quoi. La débrouille, c'est Au début. du problem solving, en Ouais, fait, exactement. la capacité Ouais. de résoudre des problèmes complexes, Ouais. quels Ça, qu'ils soient. c'est la vie, je pense. Ouais. J'ai l'impression maintenant, 10 ans après, que Ça au s'arrête jamais. final, ça s'arrête jamais. De toute façon, Ouais. c'est que ça soit au boulot, dans ta vie, c'est toujours de résoudre des autres problèmes. Donc, c'est comment tu le prends, est-ce que tu arrives à rester calme et trouver des solutions, parce qu'il y en aura toujours. Et comment tu Donc, démontres du coup que toi, tu es faite pour ce job? Ouais. Dans les entretiens, tu veux dire ou... Sur le CV, sur les entretiens, Ouais. rapidement, parce qu'après, tu vas nous raconter aussi tes expériences chez Google. Ouais. Je sais que tu as eu beaucoup de succès là-bas aussi. Mais Ouais, déjà, c'est Amazon, vrai. ça a été ta porte d'entrée dans la tech. Ouais, ça a été carrément un port d'entrée. Et d'ailleurs, je le dis souvent, pour moi, Amazon prend plus de risques, entre guillemets, en termes de recrutement. Parce que quand ils m'ont embauché, j'avais pas d'entreprise tech sur mon CV. Et encore une fois, c'était il y a 10 ans, donc tout peut avoir changé, c'est dans un autre continent, etc. Mais j'avais fait les entretiens pour Google au même moment que j'ai pas eu. Et j'ai été jusqu'au dernier round où ils m'avaient dit que j'avais pas d'expérience sales en tech. Ce qui m'avait énervé parce que c'est des process de 6 mois et tu dis, en fait, sur mon CV, il est écrit que j'ai pas d'expérience en sales, en tech. Bref, après, tu sais comment c'est, il donne aussi des raisons assez vagues et voilà. Mais je me souviens, j'avais fait les deux process, donc j'ai été prise chez Amazon, pas chez Google. Et d'ailleurs, rien que dans le process c'était 6 mois, je crois à peu près, plus ou moins, tu vois, les entretiens. Après, t'as 2 semaines, 3 semaines, le temps qu'ils reviennent vers toi, blablabla. Chez Amazon, une journée. Une journée, 6 entretiens. Et oui. le lendemain, j'ai eu la réponse. Donc déjà, ça te montre, tu vois, et ils m'ont pris, comme je te disais, avec mes histoires dans mes entretiens, je racontais mes inventaires au milieu de la nuit, les problèmes que j'avais avec mon magasin parce que les gens ils comprenaient pas le concept de mon magasin. Enfin, tous les détails que j'ai donnés dans mes entretiens, c'était pas du tout. Je venais pas avec une expérience sales hyper. Mais c'est ce qui leur a peut-être plu aussi, cette expérience retail en fait. Ouais. Commerce. Commerce, ouais. Tu t'adressais du coup à des commerçants aussi. Ouais, exactement. Donc oui, en fait. Mais du coup, tu as quand même réussi. Pardon, je t'interromps. Ouais, mais tu as quand même réussi à rejoindre les deux process, Amazon et Google. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as pu ouais. les rejoindre? Comment tu as fait pour déjà accéder à des entretiens? Hmm. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Bah, je te dis, moi, déjà, je pense que j'avais déjà beaucoup bougé Enfin, je sais pas, mais je pense que j'ai déjà montré... Tu vois, tu disais un peu même comment ça peut montrer dans le CV. Mais déjà, j'avais fait plein de stages alors que c'était dans mes premiers jobs. Non, j'avais déjà fait D'ailleurs, j'ai pas tout de suite commencé chez Amazon. Hein. J'avais fait un VIE qui est un contrat français à l'étranger. Et j'avais donc bossé dans cette petite start-up. Donc j'avais 3 ans à peu près de boulot, de travail avant de rentrer. C'était pas tout de suite parce que des fois on veut rentrer tout de suite après l'école. Il y en a peut-être pour qui ça marche, mais en tout cas pour moi non. Et je pense de plus en plus, encore une fois, ces boîtes elles peuvent avoir des gens qui ont déjà 3-4 ans d'expérience pour faire des jobs d'entrée. Tu vois, moi, j'étais au téléphone, comme je te disais, pendant toute la journée. Et au final, j'avais déjà quand même 5 ans d'études. J'avais déjà travaillé 3 ans. Il faut aussi accepter de savoir qu'on rentre dans ces grosses entreprises et que, au début, c'est peut-être pas le job de rêve. Mais pour moi, c'est pas grave du tout parce qu'il faut y rentrer. Si on veut y rentrer, il faut y rentrer par la porte la plus simple. Il faut pas se compliquer l'esprit. La porte la plus simple, et une fois qu'on est dedans, on recommence le réseau, blablabla, et on peut changer, et on peut trouver un truc qu'on aime bien, etc. Mais pour moi, il faut trouver la porte la plus simple pour rentrer, qui est ce que tu faisais déjà, en fait, par exemple. Si pour moi, dans mon cas, même quand je suis passée de chez Amazon à Google, ça reste, évidemment, j'étais déjà rentrée chez Amazon de boîte tech, mais je suis rentrée pour exactement le même job. Et je sais que certaines personnes auraient dit, c'est con, ça fait déjà 2 ans que tu fais ce job, pourquoi tu reprends le même job? Mais en fait, c'est un peu accepté, ok, oui, mais ça me fait rentrer. Et ensuite, une fois que je serai dedans, je ferai autre chose. Mais donc, en fait, mon entretien a été de dire, ton job, je l'ai déjà fait très bien chez ton concurrent. Je sais comment ça marche. Et au final, il y a beaucoup de personnes qui diraient, encore une fois, tu es censé changer de boulot pour augmenter. Peut-être que dans ces boîtes-là, il faut être OK aussi de rentrer à un niveau de ce que tu as déjà fait ou d'être OK de rentrer au plus bas, même si tu as déjà eu de l'expérience ailleurs et que tu trouves que c'est pas juste. Mais il faut se remettre dans le contexte qu'ils ont... Enfin, tu vois, les stagiaires chez Google, c'est des MBA de Harvard, quoi. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur donner à faire à mon stagiaire? Il
donc il faut aussi se dire, ok, peut-être que je vais faire ce job où je suis au téléphone toute la journée, mais il va m'ouvrir les portes à autre chose. Et si tu es prête à faire ce recul, ou en tout cas cette stabilité dans ton évolution pour passer chez Google, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui t'a attiré justement dans une boîte comme Google? C'est marrant parce que moi, comme je te disais, j'avais toujours voulu être dans une petite boîte, entrepreneur, même à mon compte. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était difficile de passer de la petite boîte à la grosse boîte. Et en tout cas, à l'époque, je me suis dit, en fait, de la grosse boîte à la petite boîte, c'est facile. De la petite boîte à la grosse boîte, c'est hyper dur. Donc peut-être, il vaut mieux, toujours dans le challenge, le truc le plus dur, il vaut peut-être mieux d'abord aller dans la grosse boîte, parce que je veux toujours avoir toutes les options ouvertes. Et pour moi, je me disais, au moins, de la grosse boîte à la petite boîte, encore une fois, c'est plus facile que de la petite boîte à la grosse boîte. Je pense que c'était ça. Qu'est-ce qui t'a tiré chez Google, par exemple? Ouais, je venais du coup c'était quand même mon expérience, comme je disais, en retail, donc dans les magasins et tout, c'était dur. Je bossais, les magasins, ça ferme pas à Singapour, donc toute la semaine, samedi, dimanche, toute la journée. Et donc j'étais à un moment où je me disais, bon, ok, en vrai, qu'est-ce que je veux faire? Je pense qu'il y a eu cette opportunité, mais je savais pas vraiment où aller. Mais la tech, en tout cas, m'ouvrait un monde où c'était que des jeunes. Je trouvais que c'était assez attirant. C'était pas, j'avais travaillé mon VIE, je l'avais fait dans une boîte d'assurance. C'était un autre monde, quoi. C'était vraiment je me sentais pas là-dedans, quoi. Donc pour moi, la tech, c'était que des jeunes. C'était très international. Ça me permettait justement de me dire, si demain je veux aller rentrer en Europe pour bosser, c'est des boîtes où tu peux bosser partout dans le monde. C'est un super nom, c'est un super CV, franchement, il n'y a pas à dire. Tu rentres, c'est une carte pour la vie, en tout cas, je pense. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas ma vie, elle n'est pas finie non plus, mais je pense que c'est un super truc sur ton CV. Tu vois, tu as travaillé chez Google, tu as travaillé chez Amazon, ça veut dire que déjà, tu as passé d'entretien, tu as survécu dans le monde là-bas qui n'est pas forcément facile non plus. Hein. On peut en parler aussi, mais c'est pas toujours rose. Et il y a des super côtés, il y a des côtés un peu moins bien. Ça me plairait qu'on les détaille justement. Attention, le pied est... Ouais. C'est bon. Je crois que je vais pas toucher. Ça me plairait qu'on aborde justement ces aspects autant positifs que négatifs. Ouais, carrément. Jamais que du rêve. Ouais. J'ai ici la fameuse casquette du Noogler. Hat. Je l'ai pas mis depuis... Que tu as réussi à décrocher du coup. Je sais pas pourquoi ils la mettent aussi plate, la visière. T'en penses quoi, Je sais pas, ouais. Yes. Yes, le Graal. Ça t'a fait quoi de l'obtenir, du coup, cette casquette? Ouais, franchement, non, j'étais fière. Pour moi, c'était genre impossible de m'imaginer. On m'aurait dit que j'allais travailler chez Google, j'y aurais jamais cru, comme je te disais. J'ai pas l'impression d'avoir fait les... On peut voir maintenant dans l'autre sens, tu vois, on a l'impression que j'ai un super parcours et que tout est évident, mais en fait, pas du tout. Moi, j'étais en Asie, j'étais là pour la culture, je voyageais beaucoup, j'adorais voyager, etc. Mais jamais je me serais imaginé rentrer dans une telle boîte. Franchement, honnêtement, je pensais que c'était pas du tout pour moi, que j'avais pas les capacités, j'avais pas la bonne école, j'avais pas fait HEC, enfin même pas ça, c'est en France, mais tu vois, pour moi, c'était que des grandes écoles qui rentraient, j'étais pas ingénieure. Impossible. Vraiment, tu m'aurais dit quelques années avant, quand je faisais mes études, je crois que j'y allais même... Enfin, tu vois, vraiment, ça me paraissait impossible. Alors, qu'est-ce qui l'a rendu possible, l'impossible? Ouais, je pense que c'est... Tu peux me rendre la casquette. Tu crois pas que ça me fait... Je rigole. Qu'est-ce qui a rendu possible? Je pense d'être... Déjà, je pense, autour de moi... peut-être de rencontrer des gens qui travaillent aussi dans ce genre d'entreprise. En fait, c'est marrant parce qu'une fois que tu rentres dans cette entreprise, tu es entouré par que des gens qui travaillent dans cette entreprise. Mais par exemple, tu connais pas... pour beaucoup de gens, c'est toi la personne... Tu vois, pour beaucoup de gens, je suis sûrement la personne qui travaille chez Google. Ils n'en connaissent pas vraiment d'autres. Mais une fois que tu commences à en rencontrer un, en gros, tu en rencontres 2, 3, 4. Et puis tout le monde travaille chez Amazon, Microsoft, Google, Oracle. Et c'est normal. Et... Donc, peut-être en étant à Singapour, j'ai un peu plus été entourée par des gens c'était possible, en fait, des gens de mon âge qui venaient de parcours différents. Et peut-être que ça m'a aussi dit que pourquoi pas moi. Et quels efforts tu as mis en place justement pour préparer tes candidatures et pousser la porte? Ouais, alors ça, pour le coup, et je le compare souvent au sport et j'ai énormément de comparaisons entre les deux. Enfin, pour moi, je n'irai jamais à un match ou à une compétition sans m'être préparée. Tu vois, jamais j'irai à un tournoi où je m'inscrirai à un sport que je ne fais pas, par exemple, sans
m'entraîner. Enfin, c'est normal. Tu peux pas, quoi. Et donc, pour moi, un entretien, c'est la même chose. Et je me souviens, d'ailleurs, j'avais une amie qui travaillait en recrutement. Et avant mes entretiens Amazon, c'est d'ailleurs un peu elle qui m'a réussi à me former à ça, mais elle m'a fait répéter et répéter, répéter. Je me souviens d'une nuit entière, pratiquement, enfin j'exagère, on a dû se coucher à 2h du mat', mais où elle me faisait répéter juste mon introduction, d'expliquer, tu vois, tu commences n'importe quel entretien par OK, so can you introduce yourself, blablabla. Tu sais que ça va arriver. Tu peux pas ne pas être préparé et savoir ton pitch à 200%. C'est pas possible de te dire, je vais improviser cette partie parce que cette question, elle va arriver, quoi. Ouais. C'est pas possible, tu peux pas. Et donc. Et tout le reste, et tout ce qui suit. Et tout le reste, évidemment. Même si tu peux pas tout préparer, on est d'accord. Non, mais clairement, j'ai appris au fur et à mesure. Hein, mais en fait, un entretien, tu dois être en maîtrise de A à Z. Ils peuvent pas t'emmener à un endroit où tu veux pas aller. C'est toi qui les emmènes où tu veux qu'ils t'emmènent. Ouais. Et tu finis l'entretien en disant « Parfait, j'ai réussi à placer mes 2 trucs. » Et ils vont peut-être pas te prendre parce qu'il y a d'autres personnes. Mais encore une fois, je compare avec le sport. Tu peux que contrôler ce qui est contrôlable. Donc toi, tu ne peux pas venir sans avoir ton truc, mais tu le connais par cœur. Tu sais exactement les 2 expériences que tu veux mettre en avant. Enfin, on peut rentrer dans plus de détails, mais pour moi, de manière générale, un entretien, c'est béton. On n'y va pas, on le recule. Si on n'est pas prêt, on le recule, c'est pas grave. Il ne faut pas avoir peur de décaler une date d'entretien. Il ne ne faut pas avoir peur de le décaler. Et une fois qu'on a une date d'entretien, on annule tous les dîners qu'on avait avec ses potes. Si on bosse encore, c'est complètement normal. On bloque 3 fois dans la journée des blocs meeting, catch-up avec je sais pas qui, j'en sais rien. Ouais. Vraiment, pour moi, on peut pas dire « Ah bah oui, mais j'ai pas eu le temps de le préparer. Ouais. » Surtout si c'est l'entretien, et on sent que ça soit Google, Amazon ou n'importe quelle entreprise, ça peut être une start-up qui vous intéresse, qui vous donne envie d'y aller. Pour moi, on bloque tout, on arrête tout, on prépare. Et moi, je me présente jamais à un match là sans me dire que je suis 100% prête. Est-ce que je vais gagner ? Peut-être pas, sûrement pas. J'ai perdu 1 million de matchs. Mais tu auras tout donné. Je vais tout donner et j'ai confiance dans ma préparation. J'y vais pas. Le sport, c'est peut-être un peu différent. J'irai quand même, j'ai pas le choix. Mais et un entretien, ouais, vraiment, je le compare souvent à un match de sport. Il faut être prêt et on peut pas laisser le hasard. C'est pas OK de dire ah, mais j'ai pas eu le temps. Alors, comment est-ce qu'on peut se préparer bien à son entretien ? Une fois qu'on a bloqué ce créneau-là pour se préparer, on fait quoi ? Alors, on liste un peu, pour moi, les expériences qu'on veut mettre en avant. Tu vois, genre, je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, on est rentré un peu dans le détail sur l'expérience que j'ai faite chez Amazon. Et pour moi, c'était souvent l'expérience que je mettais en avant parce que j'ai réussi à développer une activité dans un pays où je ne parle pas la langue, que je ne connais pas. Enfin, tu vois, et ça me donnait... c'était toujours, en plus, un peu une expérience sympa à raconter, entre guillemets, parce qu'on est en Thaïlande, j'ai des petites anecdotes assez drôles, ouais. Tu vois. Donc, pour moi, je voulais les emmener là à chaque fois, pratiquement, parce que c'était... Et surtout, à l'époque, c'était ma plus grosse expérience avant de rentrer chez Google, par exemple. Donc, pour moi, on liste les quelques expériences qu'on veut mettre en avant. On en a fait plein, tu vois. Genre, je vais pas passer une demi-heure dans mon entretien à parler de mon stage. Je t'ai pas parlé de mes stages en détail. C'est OK. Oui. On peut pas tout raconter. Donc, je pense que c'est important d'avoir, franchement, pour moi, 2 max. Parce que de toute façon, un entretien pour une boîte tech, c'est quoi ? 45 minutes, max 1 heure. Ça dépend, certaines fois, même le premier entretien RH, il est très rapide. Ouais. Il dure 20 minutes, une demi-heure. Exactement. Aller droit au but. Ça, peut-être tu vas réussir à placer une expérience. Pour l'entretien RH du début, le plus important, c'est justement « Can you introduce yourself ?» Celui-là, ton introduction de qui tu es, toi, Hugo, elle est parfaite. De pourquoi tu es là aussi. Pourquoi tu es là. Qu'est-ce que tu cherches. Exactement. Ouais. Et ça tu ne dis pas au hasard. Tu l'as préparé, tu as ton intro faite. Et après, pour préparer plus tard dans les entretiens, pour moi, tu dois mettre en avant 1 ou 2 expériences, pas plus, mais que tu dois avoir super bien préparé en pouvant expliquer vraiment bien le contexte de l'expérience. Enfin, tu vois, il faut aussi se dire que la personne en face de toi, elle ne connaît rien à ce que tu fais, donc aucune abréviation, simplifier les choses au maximum. C'est pas quelqu'un qui est dans ton travail et qui connaît. Ouais, exactement, il connaît rien. Comme si tu expliquais à ta grand-mère, mais vraiment, parce que moi qui ai été peut-être toi aussi de l'autre côté, quand tu es la personne qui fait l'entretien, si on t'envoie des milliards d'informations... je travaillais dans le BTP avec le B2B du machin. Enfin, là, je prends des exemples rigolos, mais enfin, tu vois, genre, tu comprends pas. Tu peux pas suivre. Et toi, tu es en train de prendre des notes, essayer de voir, OK, est-ce que le mec, comment il est. Enfin, ça va pas. Donc, vraiment pouvoir expliquer facilement qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire, quels ont été les challenges auxquels tu as dû faire face, quelles sont les solutions que tu as mis en place.
et comment ça s'est fini en gros. C'est vraiment raconter une histoire avec une situation initiale, qu'est-ce qui s'est passé, il s'est toujours passé un petit truc, tu vois, genre moi à la Thaïlande, je parlais pas thaïlandais. Je vais te challenger si tu veux. Est-ce que Vas-y. tu me racontais l'expérience avec laquelle tu as eu le plus d'impact? On peut prendre l'exemple d'Amazon. Ouais. Avec ce storytelling de manière assez sharp. Ouais. Petit challenge. Je t'ai Petit pas prévenu challenge. exprès. Non, pas du tout. Et en plus, c'était une expérience d'il y a longtemps, et souvent en anglais, mais pas de souci. Tu peux en prendre une autre. Non, c'est très bien. En gros, pour moi, je travaillais chez Amazon, donc la plateforme e-commerce, et on m'a demandé de recruter, donc de rajouter 3 nouveaux vendeurs par semaine sur la plateforme. Toute industrie confondue, etc. Donc c'était le challenge qu'on m'a donné. Donc moi, pour réussir à rentrer 3 nouveaux vendeurs par semaine sur Amazon, on m'a donné sur la Thaïlande, uniquement la Thaïlande, donc un vendeur qui vend des produits en Thaïlande. Donc, les solutions que j'ai mis en place, je me suis rendue sur place, j'ai été à des événements je me souviens plus, mais des événements sur place pour recruter des vendeurs. J'ai trouvé des groupes Facebook où il y avait des groupes Facebook de vendeurs, de personnes qui vendaient déjà en ligne. J'ai regardé sur eBay. eBay, à l'époque, c'était le concurrent numéro 1. Donc, j'ai essayé d'avoir des listes de vendeurs qui vendaient sur eBay. Voilà, donc j'ai diversifié un peu mes sources de prospects et pour tester un peu et voir ce qui marchait le mieux. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte que ce qui marchait le mieux pour la Thaïlande, c'était vraiment d'être en face-to-face, d'être vraiment sur place. Donc les événements, c'est ce qui marchait le mieux pour moi, qui me permettait de recruter au moins 4 à 5 vendeurs par semaine. Voilà, et ensuite, je donnais un chiffre d'affaires de moyenne qui marchait. J'ai plus exactement d'être, mais tu vois, de dire aussi les industries. J'ai commencé à faire des événements, par exemple, je faisais 5-6 industries différentes, mais je me suis rendu compte que le retail, par exemple les fringues, c'est ce qui marchait le mieux parce que c'est plus facile à envoyer, c'est léger, ça se vend bien sur Amazon. Donc ensuite, j'ai fait tous les événements que là-dessus. Et voilà, ça m'a permis de lancer au final 10 vendeurs par semaine en moyenne sur Amazon avec un chiffre d'affaires de tant et tant, tu vois. Et voilà, ça m'a permis en fait de t'emmener à mon objectif initial, c'était de ramener 3 vendeurs. Et encore une fois, vraiment, c'est pas du tout préparé et surtout, c'était il y a longtemps. Mais de te dire, tu vois, voilà, on m'a donné cette mission de rajouter 3 vendeurs. C'est simple, tu comprends, je comprends, c'est pas compliqué. Oui. Si j'avais encore le chiffre d'affaires en tête, j'aurais pu te le donner, mais voilà. Et voilà les actions que j'ai mis en place. En les mettant en place, je me suis rendu compte que ça marchait, ça marchait pas, ça marchait, ça marchait pas. Et au final, la résolution, tu vois. Ouais. Et ça, je te l'envoie. Et ensuite, toi, tu vas pouvoir me poser des follow-up questions. Mais ça, je l'ai contrôlé et je sais où je suis. Et j'adore parce que même si ça fait longtemps, même si on n'a pas parlé depuis je sais pas combien d'années, 10 ans. En fait, cette structure, une fois que tu la comprends et que tu l'intègres, elle te sert tout le temps et à chaque occasion que tu as de parler de ton métier. Ouais. Et donc, ce qui est génial, c'est que tu as les réflexes de garder des chiffres. Ouais. Dès l'objectif, on m'a missionné de faire 3 vendeurs par semaine. Ouais. Dans les résultats, au final, j'en ai fait 9 à 10. Donc, en gros, tu as fait x2, voire x3 sur ta target. On voit que tu over-achieve, donc tu surperformes. Ouais. Tu pars d'insight, tu pars d'analyse un peu de la situation, tu en trouves des apprentissages et du coup, tu affines ta stratégie pour que ça t'apporte des résultats. Ouais. Enfin, c'est très propre. Et en plus, la personne qui est en face de toi, elle va plonger directement dans « Ah oui, pourquoi ?» Donc, par exemple, tu vois, dans mon premier jet, je n'aurais peut-être pas dit pourquoi j'ai choisi le retail. Mais tu vois, je dis juste « Ah, je me suis rendu compte en faisant tout ça que telle industrie marchait le mieux. » Tu vois. Alors là, je peux te dire que 9 sur 10, il va choper ma perche et me dire « Ah bon, et pourquoi ?» Et là, moi, je sais déjà tout pourquoi. Ouais. Et j'ai déjà tout mon truc bah oui, parce qu'en fait... voilà, le fait que d'envoyer, il y a pas au niveau de la douane, il n'y a aucun problème pour envoyer des produits retail, alors qu'il y a tous les autres. Par exemple, tu envoies des jeux, je te parlais des jeux pour enfants, c'est hyper compliqué, il y a des réglementations hyper compliquées, le bois, c'est hyper compliqué à envoyer, enfin, tu as plein de trucs, quoi. Et donc là, tu pars dans ce que tu maîtrises, en fait. Ouais. Tu l'as emmené là où tu voulais. Et ce qui est beau, c'est à la fois de la structure et de la profondeur. C'est-à-dire que plus on te demande de creuser, plus tu sais, en fait, où tu vas. Et ça, mais important. Tu ne l'as pas dit tout de suite parce que tu vois, des fois, on a tendance à vouloir tout donner d'un coup parce qu'on l'a fait, on sait, on est préparé. Ce qui peut être un peu le danger d'être très bien préparé, c'est que si la personne t'emmène ailleurs, tu veux quand même l'emmener là où tu voulais. Mais
Mais de manière générale, pour moi, tu peux pas rater un entretien. Et c'est en faisant plein, d'ailleurs. C'est bien d'en faire plein et de s'entraîner. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, on s'en rend compte. On raconte toujours la même... Tu vois, cette histoire, j'ai dû la raconter je sais pas combien de fois. Mais quand je la raconte, on dirait que c'est la première fois. Je parais naturelle. Alors qu'en fait, j'ai mes chiffres en tête. C'est pas du tout naturel. Tu sais où tu vas. Tu as tes 3 points, tes 3 axes de ta stratégie. Et pour moi, c'est la clé. Et un point important, c'est que tu t'es entraîné et tu as reçu du feedback. Externe sur ta performance. Qui est-ce qui t'a aidé? Qui t'a coaché? C'était une de mes copines qui travaillait elle était chez Michael Page, je crois, je sais plus, mais elle était en recrutement. On faisait du volley ensemble, tu vois, toujours le truc d'essayer de... Mais ton réseau, il peut venir de partout. Et je lui avais demandé, est-ce que je peux m'entraîner avec toi? Ou je sais plus comment ça s'était passé, mais vraiment, tu vois, on s'est commandé des salades, on a passé la soirée. Je pensais qu'en 2 heures, c'était fini, mais on a passé je sais pas combien d'heures. Et ça a été un enseignement pour moi plus tard. Après, je le faisais plutôt toute seule. Mais en fait, il faut s'entraîner. Et pourtant, je suis quelqu'un de dernière minute. Enfin, ça ferait rire ma famille d'entendre ce que je dis. Mais je suis toujours un peu dernière minute, etc. Mais ça, non, c'est pas possible. Tu laisses pas la place au hasard. Non, parce que surtout si c'est un des entretiens, comme tu me disais, en fait, t'as one shot, t'as une chance. Ces entretiens-là, et encore une fois, ça peut être pas du tout Google, Amazon, mais si c'est une boîte qui t'a toujours fait rêver ou une audition pour quelque chose, je sais pas. Pour moi, on peut pas laisser de place à tu vois, enfin, je sais pas, à être mal préparé. Ça serait trop dommage. Le fait qu'ils prennent quelqu'un d'autre, c'est très possible. Et je te dis, moi, je l'ai pas eu. Quand j'ai fait mes entretiens pour Google la première fois, je l'ai pas eu. Ils ont peut-être pris quelqu'un déjà en interne. Dans ces boîtes-là, en plus, tout le monde postule en interne. Enfin, faut même pas le prendre personnellement si on n'est pas pris. On peut avoir fait un super entretien. Et tu vois, je le compare au sport. La sensation que tu as quand tu as fait un match, je parle pour moi, mais j'ai super bien joué, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais j'ai perdu. Versus, j'ai perdu mes moyens, et ça m'est arrivé, hein, j'ai perdu mes moyens, j'ai pas réussi. C'est pas du tout la même sensation. Et pour un entretien, pour moi, c'est pareil. Si tu as réussi à contrôler l'entretien au mieux que tu pouvais et que tu as placé tout ce que tu voulais placer, ils peuvent très bien prendre quelqu'un d'autre. C'est pas ta faute. T'as pas raté ton entretien. Et comment, quand même, tu te prépares à des questions difficiles? Là, parce qu'on parle souvent, là, on a abordé les questions de ton passé, de tes expériences, comment tu mets en avant une compétence, par exemple. Mais face à un business case, face à une mise en situation, comment tu fais si tu n'as pas la réponse? Moi, à l'époque, encore une fois, c'était il y a longtemps, mais la première fois que j'ai passé mes entretiens chez Google, ils avaient encore les questions bizarres. Des brain teasers. Ouais, je sais plus comment ils les appelaient, mais ou le truc, on donne toujours l'exemple, combien y a-t-il de balles de ping-pong, tout ça, qu'il n'y a plus du tout. Enfin, il les adapte. C'est plus des balles de ping-pong dans un bus, mais c'est plus... C'est combien tu mettrais... Enfin, je sais pas... Combien d'utilisateurs il y a sur Gmail? Ouais, exactement. De toute façon, tu n'as pas la réponse. Tu n'as pas la réponse, voilà. Ouais. Mais moi, j'avais encore un peu ce truc, mais quand même, j'avais eu combien y a-t-il de personnes dans un Starbucks café dans le centre-ville de Singapour, j'ai habité là-bas, entre 13h et 14h, par exemple. Et après, j'avais eu d'estimer, je me souviens encore, tu vois, estimer les dépenses en online advertising pour la Thaïlande, justement. Voilà. Et donc, moi, par exemple, pour ces questions, je savais qu'il y allait avoir des entretiens avec des questions comme ça. Moi, par exemple, j'avais appris les populations, enfin combien il y a d'habitants dans les pays alentours, par exemple. Tu vois, par exemple, dans les 2 questions-là, ça m'aidait de savoir combien il y a de personnes à Singapour, parce que en fait, il faut juste avoir une donnée de départ, partir de quelque chose. Le marché, quoi. Ouais, le marché. Donc, je pense que, par exemple, si tu fais des entretiens pour rentrer chez Google en Europe, c'est bien quand même d'avoir... Mais tu t'en fous, même si tu dis... je sais pas, tu dis 100 millions pour un pays alors qu'en fait il y a 70 millions, c'est pas grave du tout, on s'en fout, mais c'est mieux de dire 100 millions alors que c'était 70 que, je sais pas, 4 millions et t'es complètement à côté de la plaque. Même si t'es à côté de la plaque, c'est même pas vraiment éliminatoire, c'est pas grave, il faut juste que tu continues dans ton raisonnement, mais pour moi je trouvais que ça m'aidait d'avoir appris, juste d'avoir ça comme point de départ. Parce que je pense que souvent, c'est justement des estimations, des trucs, et de ne pas être complètement à côté de la plaque, parce que c'est des choses que je ne savais même pas forcément. Et puis après, tu pars dans ton raisonnement. Exactement, et après, tu parles. Ouais. Et ça, de ne pas le lâcher, entre guillemets. Enfin, après, tu fais, je sais pas, tu dis 50%, et puis tu utilises, t'essaies En fait, on s'en fiche du résultat, donc c'est vraiment ton raisonnement. Donc, tu dis 50%, par exemple, parce que comment tu sais que c'est facile à 100 000 divisé par 2, c'est facile dans ta tête et tu continues comme ça. Des calculs plus faciles pour parce qu'il faut pas dans mon souvenir, en tout cas, ces questions évidemment sont stressantes, ces case studies sont stressants. Donc, ne pas se bloquer sur un chiffre ou même dire, par exemple, même le dire pendant l'interview avec le stress, j'ai un peu du mal avec les calculs.
ça vous dérange pas de m'aider, enfin pas ça vous dérange pas de m'aider, mais je prends un instant pour, exactement. poser mes calculs. Ouais, et tu les poses sur ta feuille et c'est pas grave en fait. En fait, on aborde un point qui est l'approche collaborative dans l'entretien. Ouais. Faut se mettre un peu à égal avec l'intervieweur Exactement. et pas être le recruté face au recruteur, mais plus, là, on est en train de résoudre un problème, je t'explique par quel processus je passe dans ma tête. Ouais. Et là, par exemple, je t'ai dit, j'ai besoin de poser mes calculs parce que ça prend du temps, quoi, par exemple. Ouais. Non, et c'est un super point que tu dis parce que moi, mais ça, je sais que je l'ai acquéri avec le temps, j'ai du mal des fois. Acquis, pardon. Acquired. J'ai acquis avec le temps, mais vraiment, un entretien, il faut se dire aussi que la personne en face, elle a besoin de toi. Et que c'est pas facile de recruter la bonne personne au bon poste. Et vraiment, eux, de leur côté, il faut s'imaginer, moi, comme toi, peut-être d'avoir été de l'autre côté après, vraiment se dire, en fait, c'est dur de trouver la bonne personne. Ils seront contents si le process, il est fini. Tu vois, s'ils trouvent la bonne personne, ils sont contents. Le RH, lui, c'est dans ses targets. Enfin, il doit trouver des personnes. Tu vois, moi, je disais, il fallait que je trouve 3 vendeurs par semaine. Bah, lui, il doit trouver 3 mecs chez Google par semaine ou par je sais pas quoi. Donc, en fait, l'autre personne a besoin de toi aussi. Et je trouve que c'est important de se remettre parce qu'on a toujours l'impression, tu vois, d'être en dessous de l'autre ou de se dire il faut que j'ai ce truc à tout prix. Mais en fait, ça nous met dans une meilleure position de dire je vais faire de mon mieux. L'autre personne, elle a besoin de quelqu'un de performant. Je pense que je suis performant, sans arrogance, mais ouais, voilà, c'est un peu pareil que dans le sport. Tu peux pas y aller en disant my God, je suis nul, je vais pas y arriver. Et même si tu le penses, il faut réussir à te convaincre du contraire. Mais surtout se dire que l'autre personne a besoin de toi. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça m'aide un peu d'enlever un peu le truc de me dire ok, lui il est au-dessus de moi et moi je suis à le supplier parce qu'en plus ça se ressent un peu si on est, et c'est pour ça souvent c'est bien de passer des entretiens quand on a encore un autre job parce que t'en as pas vraiment besoin. T'en as pas vraiment besoin. Et quand t'es pas pressé aussi. Ouais, exactement. Parce que sinon ça se ressent en fait et même toi ça te met une pression de dingo et ça se ressent, je pense. Donc, voilà. Alors, du coup, tu intègres Google. J'intègre Google, ouais. Désolé, je t'emmène un peu. Mais c'est hyper intéressant, ça apporte beaucoup de valeur à ceux qui nous écoutent, donc c'est top. Tu intègres Google, est-ce que c'est comme ce que tu attendais, ça atteint les niveaux d'exigence que tu avais? Quels sont tes premiers ressentis quand tu arrives? C'est drôle parce que j'arrive en fin novembre, je m'en souviendrai toujours. Ils avaient voulu que j'arrive juste avant la fin de l'année. J'avais essayé, on s'en fiche un peu de l'année. Mais bref, j'avais essayé de vouloir rentrer début janvier parce qu'on était genre fin novembre. Mais ça a quand même une importance. Parce que tu vois, j'arrive et mon premier jour chez Google, j'ai pleuré, je crois, pendant 2 heures. Parce que j'avais dû arrêter mon job chez Amazon. Vraiment, j'étais partie le vendredi, j'avais commencé le lundi. Ah oui. J'avais vraiment. Voilà, bref. Et voilà, et j'arrive, j'avais pas d'ordi parce que en fait il y avait rien qui était prêt, tu vois, et moi je m'étais imaginé que j'allais arriver, tu vois, on m'attendait avec ma casquette, j'allais avoir 3 semaines d'intégration, t'as pas eu ça? Rien du tout. Ah, c'est fou. J'arrive, mon manager a levé la tête, elle m'a dit bonjour, voilà. J'ai pas d'ordi, je sais pas quoi faire. Enfin, c'est drôle parce qu'on s'imagine tellement le premier jour qui va être incroyable. Et j'avais une amie qui travaillait là-bas et je me souviens, j'ai peut-être pas pleuré 2 heures, mais vraiment, genre, je sais pas, c'était pas du tout ce que j'imaginais. Moi, j'ai eu tout l'inverse. Justement, ah ouais, c'était l'onboarding. Ouais. En fait, moi, c'est pour ça que la date est assez importante. Mais n'oublions pas que tu étais à Singapour. J'étais à Singapour. Un nouveau marché, nouveau bureau, plus jeune, plus dynamique. À Singapour, chez Google, c'est déjà beaucoup. Tu vois, chez Amazon, non, c'était tout petit, il y avait personne. Mais chez Google, il y avait déjà, mais c'était quand même un gros bureau. Rien à voir avec les gros trucs. Peut-être on était 1000, quoi. Mais bon, c'est pas tout petit, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est juste que dans ces grosses boîtes, ils ont des dates de onboarding. Donc toi, tu as dû rentrer le premier jour. Toi, en vrai, ça a été bien fait, quoi. Et moi, je suis arrivée hors du cycle, en gros. D'accord. Parce que, comme je vous disais, le RH, au final, il fallait qu'il fasse ses chiffres avant la fin de l'année. Enfin, tu vois, j'étais un chiffre, au final. C'est fou, alors que, voilà. Donc, moi, je m'étais imaginé rentrer à Noël, voir ma famille, etc. Ça faisait déjà peut-être 8 ans que j'habitais loin de ma famille. Enfin, bref. Donc, c'est assez rigolo et c'est juste une anecdote, mais c'est juste pour dire, voilà, c'est pas le premier jour que je m'attends incroyable. Et après coup, alors, comment et ça après s'est coup, passé? non, après, super, plus l'équipe géniale. Ton métier, redis-nous, c'était quoi du coup là à ce moment-là? Donc je suis encore dans du business development, donc vraiment de l'acquisition de nouveaux clients. Donc ce que j'ai fait chez Amazon, donc je devais trouver des nouveaux clients. Là, je dois faire la même chose pour Google. Je dois trouver des nouveaux clients, des gens, des entreprises qui n'ont jamais dépensé sur Google AdWords.
Donc les publicités de sur Google. les publicités Google, ce qui est très très dur parce que tout le monde a déjà essayé, toutes les entreprises, évidemment pas en perso. Après, comme c'était en Asie, il y avait quand même pas mal de... C'était encore possible de trouver même des grosses entreprises qui n'avaient pas encore dépensé sur AdWords. Et puis évidemment, il y avait des règles. S'ils n'avaient pas dépensé pendant une certaine période de temps, tu vois. C'est marrant, tu dis AdWords, l'ancien... Google Ads en plus, ouais. Google Ads, ouais, c'est vrai, ça. en plus, même moi, je crois que c'était déjà Google Ads, non? Non, quand j'ai Ça a commencé, changé, c'était ça a AdWords. switché. Ouais. Je crois que ça a switché en 2017. Ouais, je crois que j'étais encore chez Google quand ça a switché. Mais c'est juste déjà que ça fait longtemps. Oui, c'est ça. C'est Donc, ouais, non, c'était sur Google Ads. Et j'ai toujours été chez Google Ads, d'ailleurs. Quand j'ai jamais changé cloud ou je suis restée chez Google Ads, mais j'ai fait des métiers différents et des équipes différentes. ouais, parce mais, qu'après, t'es parti aux US. Ouais, après, je suis partie aux US. Donc, fais-nous un petit peu la chronologie des jobs. Ouais, donc je commence à Singapour, donc dans une équipe que j'ai adorée qui s'appelait New Business Sales. Donc là, c'est vraiment tu vois, il faut trouver des nouveaux clients. Au téléphone. À Singapour, c'est beaucoup en rendez-vous physique. Donc, et au final, tu passes ton temps à expliquer pourquoi faire de la pub en ligne. En gros, plus que Google versus Facebook versus machin. C'est plus pourquoi tu dépenses des millions à mettre des pubs sur des taxis. Viens mettre plutôt tes pubs en ligne, etc. Donc, c'est vraiment de l'éducation sur ça, mais digital, avec des ouais. clients complètement de tous les... Je pouvais passer une marque de chaussures. Après, c'était un truc B2B software. Donc, ce qui est cool, c'est que tu dois essayer de comprendre très vite le business de la personne en face. Toi, tu connais ton produit et ce que tu dois vendre, mais tu dois t'adapter à des business complètement différents. Donc, j'ai vraiment aimé et surtout, j'ai adoré de la partie Google. C'était les équipes très, très, très internationales. Cette équipe en particulier, c'était vraiment l'équipe de vente, des gens hyper dynamiques, comme on disait, qui font un peu de tout. On devait avoir 19 nationalités sur 15 personnes, parce que tout le monde avait double nationalité, parlait 8 langues. Enfin, super international. Donc ça, j'ai vraiment aimé. Et j'ai beaucoup aimé travailler à Singapour. C'était avant le Covid aussi. Donc on était vraiment au bureau. C'était une ambiance vraiment où tout le monde était potes. C'était vraiment... j'ai pas retrouvé ça dans les autres pays ou dans les autres équipes. Peut-être c'est des autres périodes de vie aussi, tu vois. C'était mon premier poste. Et peut-être comme quand on rentre chez Google à Dublin, etc., tu vis un peu plus Google, on va dire. Mais non, j'ai vraiment adoré et j'aimais vraiment bien mon taf. Et donc voilà, c'était vraiment trouver des entreprises un peu, on va dire, une à une et les convertir à Google Ads. Et ensuite, pour te faire rapide, je suis passée dans une autre équipe qui s'appelait Channel Sales. Donc, au lieu de vendre un par un à un client, d'être direct avec le client, je parlais plus soit à des agences, soit à des partenaires. Voilà. Je passais plus, on va dire, côté partenariat. J'étais aux US déjà, pardon. J'ai fait le move US. Je suis partie aux US en même temps que j'ai changé d'équipe qui était Channel Sales. Ouais. Je suis arrivée à New York. Ça faisait 8 ans en fait, que j'étais à Singapour. Et au final, après avoir enchaîné tu vois, les études, j'avais bossé quelques années. Ensuite, Amazon, maintenant Google, ça faisait déjà 8 ans. Donc, c'était un peu une période de vie. J'avais à peu près 30 ans et je m'étais dit que c'était cool de changer. Et donc là, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, si tu décides de changer, c'est à nouveau candidature, CV, ouais, c'est candidature. Et en plus, les US, c'est compliqué parce qu'il y a un visa. Et donc, du coup, il fallait d'abord que j'ai une promotion en interne parce qu'il y a des niveaux. En fait, je devais déjà être au niveau manager pour pouvoir qu'on me sponsorise mon visa. Donc, non, c'était compliqué. Ça m'a mis au moins un an et demi à, du coup, d'abord avoir ma promotion pour être au niveau manager et ensuite pouvoir juste apply, quoi. Tu vois. T'avais déjà l'objectif en tête de faire ce move ? Ouais, okay. D'aller aux US. Donc, enfin, pas pendant un an et demi. Si, j'avais déjà... je voulais déjà avoir la promotion, mais si vers la fin, j'avais au moins pendant un an, je savais que je voulais aller aux US. Et donc, voilà. Je pose cette question avec la notion de planification de carrière, parce que du coup, tu as fait Singapour, Amazon, Google aussi à Singapour, New York, Google. Après, du coup, j'ai changé à Los Angeles. Tu as changé vers Los Angeles. Ouais. La notion de plan de carrière, comment tu l'abordes ? Alors moi, c'était souvent basé, c'est plus des choix de vie. Plus que de carrière, donc mais ce qui est vrai et honnête et ce qui est normal aussi, enfin tu vois, c'était plus de me dire en fait moi après si dans mon idée, tu vois, j'aimerais avoir un profil très international, ce que je t'ai dit depuis le début. Donc pour moi, je voulais pas être une spécialiste de l'Asie par exemple, tu vois, d'avoir toujours travaillé qu'en Asie. J'ai jamais travaillé en Europe à ce point-là, j'ai travaillé qu'en Asie.
Et donc, dans mon idée, si un jour je veux être, je sais pas, gérer une entreprise au niveau mondial, et ben, dans mon idée, il faut avoir bien connaître l'Asie. Mais bon, 8 ans en Asie, je pense que je connais bien faire du business en Asie. Bien connaître les Amériques, donc soit les US ou même l'Amérique latine. L'Europe, c'est plus proche de ma culture. Même si j'ai jamais bossé en Europe, je pense que demain, si on me donne le marché français, je vais m'en sortir. Oui. Si j'ai pu m'en sortir en Thaïlande, ça me paraît plus... Enfin, tu vois, l'Europe me faisait moins peur. Donc, au final, je me disais... dans ma tête, c'était ça mon plan. Donc, tu avais une ambition un jour d'avoir une entreprise à l'international, parce que c'est ce que tu as dit. Que ce soit la mienne ou autre, quand je réfléchissais à ce que je voulais pour mon travail, en fait, j'ai toujours vu, même, je sais pas, ouvrir une entreprise, je sais pas, elle veut s'installer en Afrique du Sud, bah, on envoie Céline et tu vois, je dois me débrouiller et avoir un peu la casquette de... Tu vois, la débrouille que je te disais du début, mais aussi savoir faire Street sales smart. Marketing, savoir développer un réseau, trouver les bureaux, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Pour moi, ça a toujours été un... Je sais pas, je l'ai vu peut-être... c'est même pas un métier très défini et clair, tu vois, mais je sais pas, j'avais mon oncle qui avait bossé pour des entreprises, même françaises, mais qui était un peu envoyé à l'étranger pour implanter l'entreprise. Je trouvais ça cool. Tu prends un truc qui existe déjà, mais tu vas l'adapter à un autre pays, à une autre culture, à une autre langue. Et donc, voilà, j'avais ça en tête, mais pas un métier en particulier. Et c'est ce qui t'a amené vers ta dernière expérience aussi chez Google où tu gérais une équipe, du coup, pour le coup. Vas-y, explique-nous du coup les prochaines les étapes qui suivent. Ouais, après, tu vois, c'est pareil, en fait, en regardant, on dirait que c'est structuré, mais oui, j'avais quand même cette vision à long terme. Je sais, un petit truc, peut-être ça peut aider les gens qui écoutent, que j'avais un espèce d'exercice que j'avais fait avec ma manager, qui était une super manager à l'époque, et je trouve qu'il est bien, même, tu vois, là, je le fais même un peu en ce moment dans le sport aussi. En gros, on se dit toujours qu'est-ce que je veux être dans 5-10 ans, on n'en sait rien, mais tu vois, genre, idéalement, ce que je vous disais là, de vouloir quand même travailler toujours à l'international et de pouvoir être quelqu'un qui ouvre une filiale, par exemple. Je sais même pas comment ça s'appelle, mais qu'est-ce que cette personne a besoin de savoir faire, tu vois. Et j'ai lu, par exemple, des job descriptions de ce job-là, tu vois. Et donc, du coup, il est sales marketing, réseau, il est un peu finance aussi, stratégie, opération. Et donc, en fait, c'est un bon exercice à faire aussi de se dire, OK, quelle casquette il me faut pour ce métier. Peut-être que je ne ferai jamais, mais au moins, ça te donne une direction. Ce métier qui m'inspire ou qui m'a l'air de me passionner, même si ça va évoluer au fil du temps, mais au moins, tu avances vers des briques de compétences qui vont te servir. Exactement, et ça te donne un peu un plan, et tu peux le changer évidemment, hein. 2-3 ans après, tu peux dire en fait pas du tout, mais bon. Exactement. Donc ça m'a donné un peu un plan, et donc du coup j'ai un peu avancé. Je dirais que c'est un peu toujours en me disant ok, quelles compétences j'acquiers dans ce prochain job. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant à dire, et je pense que ça peut servir dans la vie aussi et dans autre chose. Donc du coup, après avoir fait plus partenariat, j'avais d'abord fait vraiment directement avec le client one-to-one. Ensuite, là, je travaillais plutôt avec des partenaires, on va dire. J'ai fait toute la partie partenaire. Donc là, c'est plus ce qu'ils adorent dire ça dans ces genres de boîtes, mais donc comment tu scales. Scaling, le scale, 10x. Exactement. Donc comment, au lieu d'être vraiment juste face au client, là, tu peux tu vois, je peux en mettre 1000 d'un coup parce qu'on travaille avec Airbnb et qu'ils peuvent faire de la pub via blablabla. Bref. Donc, partenariat. Ensuite, ensuite, je bouge vers Los Angeles. Ça aussi, c'est un choix de vie perso avec le Covid qui arrive, le beach volley qui prend beaucoup plus de place dans ma vie. Et j'en faisais beaucoup à New York. Tu continuais du coup pendant tout ce temps-là le volley. Le volley. Et à Singapour, je me suis mis vraiment plus au beach volley, donc similaire, mais quand même assez différent. Et donc, voilà, pour moi, la Californie, ça fait plus de sens. C'est vraiment le bassin du beach volley. La plage, le soleil. La plage, exactement. Et c'est le Covid aussi, où on est tous coincés. Et New York, pendant le Covid, c'est comme partout, hein, on était tous coincés, mais t'as même pas la vie... c'est la nature, quoi. Oui, voilà, t'es coincé dans ton appart, t'as rien, voilà. Donc, je me dis plutôt Los Angeles. Et là, j'ai été dans une équipe qui s'appelait International Growth. Donc là, c'était très cool. C'était du consulting, on va dire, pour aider les entreprises justement à se développer à l'international. Donc, on va dire une grosse entreprise américaine. On avait des équipes qui les aidaient à dire où était la demande à l'international, parce que Google détient la donnée. Donc, en disant, voilà, vous vendez des tongs, n'importe quoi. Il faut vraiment qu'en Australie et au Brésil, c'est vos marchés. Il faut que vous soyez là. Pareil, je dis n'importe quoi. Hein. Et donc, ça, c'était d'autres personnes que moi. Et donc, moi, j'étais plutôt sur la partie conseil en opération. Donc là, tout ce que j'avais fait chez Amazon, ça m'a vachement aidé.
aider en disant ok, donc vous voulez, on vous a conseillé d'aller en Australie et au Brésil. Au Brésil, donc voilà, ça parle portugais, bon ça c'est sûr. Comment on pénètre le marché? Comment on pénètre le marché? Votre site internet là, ça va pas du tout parce que vous acceptez pas PayPal, alors qu'au Brésil tout le monde, je dis n'importe quoi, hein, c'est pas du tout ça, mais en gros, on vraiment leur donner des conseils concrets en disant voilà, si tu veux être au Brésil, bien sûr tu dois localiser ta page en portugais, ça c'est normal, mais il y a bien plus que juste traduire, il faut vraiment localiser, voilà, c'est ça. Et donc nous c'était plutôt sur ça, mais sur la partie opération. Opération, donc tu t'occupais plus des parties ads non, publicitaires, une fois que tu as exactement. décidé d'y aller, comment tu acquiers de la clientèle là-bas? En fait, c'est des services un peu tirés, pas tirés par les cheveux, mais c'est pour ces services qui sont gratuits aux entreprises qui dépensent déjà beaucoup en ads. Donc c'est un peu lié quand même. Oui, exactement. Donc, mais moi particulièrement, c'était justement en fait, si le site internet il marche pas, il est pas adapté au pays, tu peux dépenser des millions en ads, ça va pas marcher. Ouais. Donc en fait, tout est lié un peu, tu vois. Et donc du coup, c'est aussi pour ça que nous, on les conseille, on leur donnait des partenaires. Vraiment, pour le coup, c'est des trucs qui coûteraient très très cher d'avoir des gens qui font ça. Mais Google te le fait gratuitement parce qu'au final, tu vas beaucoup plus dépenser en publicité parce que ça va marcher. Donc tout est lié, évidemment. C'est jamais. Ça t'a plu cette expérience? Ça m'a plu parce que tu vois, ça me rapprochait aussi un peu de ce que je te disais de comment t'implantes une entreprise à l'étranger, oui, tu vois. Mais là, c'était dans le digital, mais du coup, non, ça m'a, tu vois, est-ce que tu dois avoir une présence physique dans le pays ou pas? Comment tu récupères l'argent? Et tu parles à des gens très intéressants parce que t'es avec le CEO ou t'es avec t'es dans le cœur de la stratégie d'une entreprise. Ok, on est gros aux États-Unis. Comment maintenant on va conquérir l'Europe, par exemple? Et où et comment, dans quel sens? Donc super intéressant. Cette équipe qui est aussi basée à Dublin, en fait, il y a cette équipe-là dans tous les hubs pays. De Google. Ouais. Et après, du coup, après... Parce que tu en as fait des jobs. Ouais, j'en ai fait. C'est ça qui est intéressant, il y a une évolution très rapide. On t'invite toujours à aller vers tes ambitions. Ouais, je sais pas si on t'invite ou si tu t'invites, dans le sens où je pense que tu peux créer aussi... t'as raison, il y a des opportunités qui peuvent venir, parce que par exemple... J'aurais très bien pu, dans mon job d'avant, commencer à travailler avec cette équipe et me dire « Ah, c'est intéressant, qu'est-ce que vous faites ?» Donc, tu es exposé aussi à d'autres choses. Mais je pense que c'est aussi... Et tu as plein d'opportunités de le faire, mais c'est de rencontrer des gens qui travaillent dans d'autres équipes. Il y a plein de choses, même Google Maps, moi, ça m'a toujours intéressé. Je trouve que c'est un des produits les mieux de Google. Enfin, c'est ouf comme on peut se déplacer dans le monde entier avec Google Maps. Mais par exemple, il n'y a pas beaucoup de gens, surtout en vente, qui travaillent sur Google Maps parce que c'est pas monétisé. Enfin, il n'y a pas de pub sur Google Maps. Donc, comprendre un peu ça. Et tu vois, j'ai essayé de mettre des cafés ou parler avec pas mal de gens qui travaillent sur Google Maps pour comprendre comment ça marche. Mais ça venait de moi personnellement et de me dire, ça, j'aime bien. J'avais Waze aussi, qui avait été racheté par Google et ils sont beaucoup justement en France, au Brésil. Moi, j'allais beaucoup au Brésil pour le voler. En fait, tu vois, genre d'adapter aussi même tes intérêts et de toi, ce qui t'intéresse. Une fois que tu es dedans, je trouve que tu peux construire ton réseau et après, une fois que tu parles aux bonnes personnes, tu vois s'il y a des postes dans leurs équipes et c'est possible de changer. Surtout si c'est aligné avec ce que tu veux faire dans le fond, la motivation que tu auras pour rejoindre ces équipes, elle sera plus forte que les autres parce que tu vas pas juste pour un job title, un titre de job, tu vas parce que ça sert tes objectifs de vie, quoi. Tout à fait. Et puis, après, tout le monde a des stratégies un peu différentes et tu peux dire, par exemple, je veux rester vraiment en sales et donc tu commences dans une équipe. J'ai encore des collègues, tu vois, la première équipe dont je te parlais, que j'ai adorée, qui sont toujours dans cette équipe et du coup, qui ont gravi les échelons et maintenant sont peut-être managers dans cette équipe que moi, tu vois, je suis plutôt partie à me dire je vais utiliser le fait que cette entreprise est très internationale pour changer d'endroit aussi parce qu'évidemment, quand tu changes d'endroit, c'est pas facile de changer d'endroit, devenir manager. Enfin, il faut choisir tes batailles aussi, tu vois. Donc moi, c'était plus de découvrir d'autres cultures dans ma stratégie de me dire un jour, le fait d'avoir été dans 5 continents ou 5 mêmes pays différents, peut-être m'amènera à un poste que quelqu'un qui est resté dans le même endroit, clairement, mais qui aujourd'hui est déjà manager et qui lui augmente. Donc, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise stratégie, vraiment pas du tout. Il y a beaucoup trop de sujets que j'ai envie qu'on creuse. On va refaire un podcast. Même les sujets des salaires, parce qu'aux États-Unis, c'est aussi quelque chose que tu as quitté. En fait, tu as quitté Google, mais avant, tu as eu un dernier job. Tu peux nous donner juste le dernier job? Après, en fait, j'ai fait une rotation. Donc, en gros, ce qui est super dans ces boîtes-là, et surtout chez Google, d'ailleurs, chez Amazon, je me souviens plus si ça existe, mais c'est que tu peux un peu essayer un autre métier. C'est vraiment dire essayer un métier. Ouais, je sais pas, mais c'est trop cool. C'est comme si tu faisais un stage dans ton entreprise. Au final, c'est souvent des postes qui sont, pas tout le temps, hein, mais c'est souvent des femmes enceintes, par exemple, qui partent en congé mat. Donc, leur job pendant 6-8 mois, il est dispo.
Et au lieu d'essayer de demander à leur équipe en interne de couvrir, etc., ils offrent l'opportunité à quelqu'un d'autre de venir faire ce métier pendant 6-8 mois. Ensuite, le deal, c'est que tu repars dans ton équipe. Mais évidemment, si tu as adoré l'équipe et forcément tu t'es fait un réseau, et peut-être tu auras l'opportunité de la rejoindre. Donc moi, choix de vie aussi personnel, de me dire peut-être que j'aimerais me rapprocher, rentrer en Europe, peut-être. Donc je voulais tenter ça. Et du coup, j'ai trouvé une de ces expériences à la base pour 6-8 mois qui a duré plus longtemps, mais donc d'être en Europe et de gérer, c'était une autre équipe sur Google Ads. C'était un nouveau produit qui s'appelait Local Services Ads. En gros, c'était un produit de pub pour les plombiers, on va dire tous ces métiers autour, c'est plus simple d'en dire un, on va dire les plombiers. Quand ils faisaient de la pub sur Google, ils pouvaient être vérifiés par Google, ce qui voulait dire qu'on avait vérifié qu'ils avaient une licence, c'était lui qui répondait vraiment au téléphone. En gros, dans tous ces métiers où on n'est jamais vraiment sûr d'avoir des reviews, etc. Et donc, nous, en fait, on avait des équipes derrière qui vérifient la licence. Mais du coup, c'était très compliqué parce que pour chaque métier, donc je vous dis plombier, mais donc il y en a plein de ce genre de métier-là, pour chaque pays, il faut connaître les réglementations, quel papier il faut leur demander, comment on vérifie que c'est un vrai, parce qu'évidemment, ils essayent tous de nous envoyer des faux. Donc là, c'était vraiment plus dans l'opération. Mais c'était pas toi qui le faisais. C'est pas moi qui le faisais. Donc là, j'avais des équipes qui étaient basées à Barcelone. Et Tu gérais combien de personnes à peu près, je sais pas si tu peux le dire d'ailleurs. Si, je pense qu'il y avait, en tout, on devait avoir une centaine de personnes, mais c'était, c'était dans des espèces de call centers, du coup. C'est pas des employés directement de Google, qu'on travaille avec un partenaire qui, lui, a beaucoup de personnes. Mais en fait, ça se démultiplie beaucoup parce qu'il y a chaque pays, c'était pour l'Europe, donc chaque pays, on avait peut-être 5-6 personnes dessus, mais bon, t'en as... plusieurs, et après sur chaque domaine de métier aussi. Donc on va dire, pour faire simple, entre 70 et 100 personnes. C'est fou la variété des métiers que tu as pu faire chez Google, même si ça gravite un peu toujours autour des ads. Ouais, final, exactement. Et de la vente. Au final, tu vois, genre, je sais que moi, je me suis pas trompée de... Enfin, tu vois, genre, même si on parle rapidement de cette reconversion un peu, ou d'être partie, ou d'avoir changé. Dis-nous justement, qu'est-ce qui t'a fait vouloir partir Ouais, pour moi, ça a jamais été que j'ai pas aimé, que j'aime pas mon boulot, tu vois, genre, ou que je me suis trompée, parce que ça peut arriver... tu vois, certains d'entre nous, on peut se dire, bon, ça fait... tu vois, peut-être qu'en fait, j'aurais dû être médecin, j'aurais dû être ingénieur. Qu'est-ce que je fais là ? Je me suis toujours dit que, pour moi, j'étais à ma place dans la partie business, commerce. J'adore. J'ai vraiment pas ça. Moi, c'était plutôt... j'avais ma passion à côté, donc qui était le sport. Et un peu le truc du temps qui passe. Et de me dire, en fait, si... J'en étais à un point où j'en faisais beaucoup. Je m'entraînais tous les jours. Mais en même temps, je faisais mon travail chez Google, donc je m'entraînais de 6h à 8h le matin. Ensuite, j'allais directement chez Google parce qu'on pouvait prendre une douche, ça c'était trop cool, dans le bureau. Mais du coup, je commençais ma journée à 9h. Moi, je m'étais levée à 4h30 pour commencer à m'entraîner. Donc, et je faisais toute ma journée. Voilà. Et donc c'était juste un moment, je pense, où j'ai commencé à me dire, si je veux vraiment faire ça, surtout dans le sport, c'est maintenant ou jamais, parce que même juste mon corps ou moi-même, on ne pourra pas continuer à faire ça. La work-life balance, du coup, devient difficile. Ouais, c'est arrivé à un point où je me disais juste, en fait, je suis tout le temps en compétition. Enfin, tu vois, tu es dans un environnement très compétitif au travail. Et en fait, les gens, déjà, ils mettent 100%, beaucoup mettent 100% de leur énergie là-dedans. Et moi, j'ai divisé déjà... on va pas dire 50-50, je dirais même 100%, mais je me sentais divisée, et surtout à un moment de me dire, en fait, ça fait 10 ans maintenant que je travaille dans la tech, dans ces métiers-là. Aujourd'hui, je peux prendre quelques années pour faire autre chose, je peux revenir. Est-ce que je le ferai, je sais pas. Tu vois, j'avais l'impression de me dire, j'ai déjà un peu ce vécu, cette expérience, et en plus, je me suis vraiment convaincue que ce dans quoi je me suis lancée pour l'instant, ce qui est le sport de haut niveau, c'est hyper cohérent. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui sont hyper similaires avec même toute mon expérience que j'ai eue et que je vous ai racontée. Il faut rien lâcher, il faut beaucoup travailler, c'est des répétitions, c'est du volume un peu, enfin, tu vois. Et voilà, et du coup, je me suis vraiment convaincue que je me rajoutais quelque chose, tu vois. Si je me représente à un entretien chez Facebook, je vais pas tous les faire, mais en rigolant, mais bref, si je me présente chez Facebook dans 4 ans, en disant, voilà, j'ai vécu un cycle olympique de 4 ans, j'ai dû gérer la pression mentalement, j'ai dû faire face enfin, tu peux pas partir de ton terrain quand ça marche pas, enfin bref. Pour moi, il y a beaucoup de choses entre le sport et le monde de l'entreprise et de la performance, qu'elle soit sur le terrain ou au travail, qui sont similaires. Donc voilà, je pense que ça plaira pas à toutes les entreprises, mais
ce sera mon profil. Ça ajoute une corde à ton arc précieuse et qui te différenciera même peut-être. Mais est-ce que c'est l'ambition de retourner dans l'entreprise ou qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement Là, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an et demi que tu es parti de Google. Ouais, ça fait 1 an et demi que je suis partie de Google. Pour moi, c'est spécial parce que c'est pas une reconversion comme, je sais pas, je pars, je crée... je sais pas, j'ai ouvert mon restaurant. Et encore, parce que c'est un truc qui est limité dans le temps, dû au fait que mon corps ne pourra pas faire du sport moi-même de haut niveau pendant le temps. Je pense pas que je veux devenir coach ou vraiment rester... tu vois, je veux vivre mon truc à fond, mais pour moi, une fois que j'aurais vu jusqu'où je pouvais aller, je pense pas que je vais rester et être entraîneur de beach volley. C'est pas du tout moi ce que je veux faire pour l'instant. Hein, tout peut changer. Mais donc pour l'instant, c'est vraiment de me donner à fond et de voir vraiment jusqu'où je peux aller. C'est une expérience entrepreneuriale énorme parce que je gagne rien. Je gagne plus rien du tout au niveau argent. C'est un sport qui paye pas du tout. Donc il faut que je trouve des sponsors. Il faut que j'arrive à construire quelque chose autour de moi. Il faut que j'arrive à emporter les gens autour de moi. Donc, c'est hyper dur. C'est limite plus dur. J'ai l'impression que je pourrais vendre une marque bien mieux que je me vende moi-même. Donc, voilà, c'est vraiment une expérience où je vois, évidemment, sur le terrain, j'apprends plein de choses. Et voilà, mais il y a aussi toute la partie entrepreneuriale autour. Trouver un coach, c'est pas du tout quelque chose... On s'imagine qu'on a une fédération derrière nous et qui s'occupe de tout, mais il n'y a rien. Tu te débrouilles. Je me débrouille, on représente la France, mais c'est tout. Tu retrouves ton street smart, du coup. Ouais, exactement. À la base, j'avais vendu ça un peu à ma famille comme je prends une année sabbatique et au final, ils rigolent en disant en fait, t'as juste transvasé ce que tu faisais avant, mais maintenant, c'est pour moi et dans le sport. C'était quoi leur réaction quand tu leur annonçais que tu quittais la stabilité, les gros salaires, la tech? Avec moi, en tout cas, ils ont été très positifs. Enfin, ma famille, en fait, j'ai aussi appris à valoriser la vie des gens qui comptent vraiment. Parce qu'évidemment, tu vas avoir des gens qui vont te dire que... Enfin, ils vont pas te le dire vraiment, mais tu vois qu'ils te disent, mais en fait, c'est le rêve de tellement de gens aussi. C'est compréhensible, hein, c'est le rêve de tellement de gens. Et moi, j'ai l'impression de dire, en fait, ça me rend pas. C'est pas que ça me rend pas heureuse, j'étais très bien, mais il y a ce petit truc en moi, cette petite flamme qui veut faire autre chose, et donc je vais aller faire ça. Donc, je comprends que ça pose des questions et que les gens peuvent dire que c'est. Bon, je comprends, mais je pense que souvent, ça vient de peur aussi de ces gens-là qui, eux, peut-être n'oseraient pas et que c'est sûr que voilà, bref. Donc non, ma famille très proche, elle a été super supportive et je pense qu'ils savent que j'ai ça en moi. Ils savent aussi que je suis quelqu'un de, comme j'ai peut-être pu te montrer un peu dans Zien, mais qui j'ai pas non plus, c'est pas quelque chose que j'ai décidé en 1 seconde et j'ai décidé de démissionner. Je sais que ça apporte de la valeur, que j'apprends des choses, que je vais le revendre bien plus tard. Enfin, je pense qu'ils ont vu que c'était pas, j'ai pas juste et encore, j'aurais pu, hein, mais c'était réfléchi. Voilà. Et donc, peut-être dernière question, là, quel est ton ressenti 1 an et demi après? T'es contente? T'es là où tu dois être? Ouais, je suis très contente parce que mon but en me lançant là-dedans, c'est vraiment d'avoir pas de regrets. J'ai l'impression que la vie, elle avance hyper vite et que ce que j'aurais pas voulu, c'est me retourner et me dire, en fait, pourquoi je l'ai pas fait? Parce qu'il y avait cette promotion qui arrivait, ou tu vois, c'était toujours il y a ce super job qui va arriver, ou et je voulais pas regarder en arrière et me dire je l'ai pas tenté, alors qu'en fait c'est moi-même qui me suis mis une barrière, qu'elle soit mentale, tu vois, des fois de doute, de penser que je vais pas y arriver, que je vais perdre tout mon argent. Il y a plein de doutes évidemment autour de cette transition, mais ouais, juste avoir pas de regrets. Et donc je sais qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, c'est gagnant parce que j'aurai pas de regrets, que je gagne, que je perde, que quoi qu'il se passe, je le tente. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi. Hyper intéressant. T'as créé une chaîne YouTube aussi où on peut te suivre? Ouais, j'ai créé une chaîne YouTube. J'essaie de développer un peu mes réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram surtout aussi, et LinkedIn. J'essaie de poster sur ma transition, ce que j'apprends. Et voilà, j'essaie de documenter un peu. On mettra les liens pour que ceux qui nous écoutent puissent te suivre et t'encourager dans ta nouvelle aventure et ta nouvelle vie sportive. Merci. En tout cas, merci beaucoup Céline, c'était un immense plaisir. Avec grand plaisir. À bientôt.